Bonsoir et bienvenue. L'idée de création d'un service public de la petite enfance n'est pas une idée nouvelle. On la trouve formulée pour la première fois dans le rapport de la commission Famille, vulnérabilité, pauvreté en 2005. Elle est apparue de nouveau dans les débats au moment de la présidentielle de 2007. Le candidat Nicolas Sarkozy s'étant alors engagé, en cas d'élection, à mettre en place un droit opposable au mode de garde. L'actuel président de la République, relayé par la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne en juillet 2022, a de nouveau envisagé cette perspective. Cependant, la lenteur du processus ne montre-t-elle pas l'absence de vision claire de cette question ? Pour apprécier les enjeux de ce futur service public de la petite enfance, Laïcitad, l'émission de l'Union des familles laïques, reçoit aujourd'hui Christian Gaudret, le président de l'UFAL, et Olivier Nobile, qui en est le délégué national aux questions sociales et familiales. Avant d'aller plus loin, il nous faut comprendre ce que l'on entend par service public de la petite enfance. Christian Gaudret. Bonjour. Oui, il faut comprendre ce que ça veut dire service public de la petite enfance, mais il faut aussi comprendre dans quelle situation on est et pourquoi ce service public aujourd'hui est plus urgent que jamais. Les chiffres sont sortis récemment. Entre 2017 et 2021, il y a 50 000 places d'accueil formel pour les jeunes enfants qui ont disparu. Nous avons aussi la totalité des modes d'accueil qui sont en baisse, notamment les assistantes maternelles, avec un vieillissement aussi de cette population. Et le seul mode de garde qui aujourd'hui est en progression, ce sont les crèches privées lucratives. Donc ça va permettre maintenant de parler effectivement service public petite enfance. Alors service public petite enfance, c'est pas juste une appellation. Nous, il y a une inspiration aussi, de deux services publics. Le service public hospitalier, qui s'est créé dans les années 70-80 et qui est une grande réussite, même si aujourd'hui il est en difficulté, mais pour d'autres raisons. Et le service public de l'éducation, avec le plan maternel, puisqu'entre 1970 et 1980, on est passé de 60% d'enfants de 3 ans scolarisés à 90%. C'est ça qui nous inspire aujourd'hui et il faudrait qu'on arrive exactement au même résultat puisqu'aujourd'hui, le taux de couverture en mode de garde pour les enfants de moins de 3 ans est de 60% et il faudrait passer à ces fameux 90%. Alors, Olivier Nobile, vous avez contribué à écrire les propositions de l'UFAL concernant la mise en place de ce service public de la petite enfance. On y reviendra dans le détail, mais on s'aperçoit donc, au vu du déficit de places de crèche dans notre pays, qu'aujourd'hui, cette mise en place est devenue un enjeu essentiel. Alors, c'est devenu un enjeu plus qu'essentiel. Aujourd'hui, la problématique de l'accueil des jeunes enfants, c'est-à-dire les 0-3 ans, mais plus globalement de l'accueil de la jeunesse dans des structures collectives et publiques, constitue un enjeu crucial. Un enjeu crucial en matière tout simplement de réponse à un besoin social exprimé par les familles, un besoin crucial en matière d'égalité femmes-hommes, d'accès à l'emploi, parce que concrètement les conditions d'accueil des enfants participent directement de la capacité de pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Ça, c'est un point évident. C'est également un enjeu éducatif et de mixité sociale essentiel, puisque concrètement l'idée que nous avons derrière un service public de la petite enfance digne de ce nom, c'est véritablement créer les conditions
d'une véritable mixité sociale républicaine permettant une rencontre et une socialisation des enfants qui soient libérés, on va dire, d'un certain nombre de déterminismes sociaux, territoriaux et autres. Donc pour nous, il y a un enjeu vraiment de politique publique, de politique sociale de première importance, et également un objectif d'aménagement du territoire, parce que ces établissements, ces équipements que l'on souhaite voir intégrés dans le service public de la petite enfance participent littéralement quand même de l'attractivité des territoires et des capacités aussi de développement économique et social des bassins de vie. Donc voilà les enjeux qu'il y a derrière un service public de la petite enfance. Mais au-delà de ces objectifs, il y a aussi une façon de l'envisager. Et là, il faut en revenir aux principes. Pour nous, un service public de la petite enfance, ce sont des principes essentiels qui caractérisent un service public, c'est-à-dire une continuité de service, une égalité de traitement, au sein duquel se trouve un principe crucial qui est celui de la laïcité. Ce doit être des structures qui doivent être, bien évidemment, qui doivent placer la laïcité au cœur de leur projet de fonctionnement. C'est également un principe d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on doit avoir affaire à des structures qui doivent s'adapter aux besoins de la population, aux besoins des familles. Et dernier principe, on souhaite que ce service public soit vraiment un lieu vraiment de coopération très forte entre les familles et les structures d'accueil. C'est-à-dire qu'on considère que les parents, en l'occurrence d'enfants, doivent participer activement à la définition du projet éducatif de ces structures, sans pour autant en faire des lieux, bien sûr, d'expression, je veux dire, d'expression communautaire ou autre. Hein. C'est vraiment le principe, c'est pas de le mettre sous le service public sous influence, bien sûr, des groupes communautaires, mais bien évidemment d'associer très directement les familles à la construction de ce service public. Alors, Christian Gaudret, cette vision d'émancipation des enfants à travers ces modes de garde collectifs publics et la libération des parents pour travailler, pour autre chose, en fait, est-ce que c'est ce qui vous a conduit à vouloir formuler un certain nombre de propositions et à vous insérer dans ce débat sur cette mise en place du SPPE? Oui, bien sûr, comme l'a dit Olivier Nobile, ça va permettre de répondre à plusieurs objectifs et ça va permettre à la fois aux parents de continuer à travailler, de continuer à se former ou de chercher un emploi, un objectif d'égalité homme-femme, de soutien à la parentalité et de lutte contre la pauvreté. Et côté enfant, en permettant une socialisation précoce, on a une logique d'investissement social et de lutte contre les inégalités. Alors, vous le notiez vous-même tout à l'heure, pardon, mais vous disiez que le seul mode de garde qui se développe aujourd'hui, c'est celui des micro-crèches privées. Donc, est-ce que la volonté que vous êtes en train d'exprimer et sur laquelle vous faites un certain nombre de propositions claires, nettes et précises, est-ce que cette volonté ne s'oppose pas à une somme d'intérêts qui ralentissent le processus de mise en place? Alors, ces intérêts existent, ces intérêts sont puissants. Nous, on est parti en fait de la réalité et de ce que souhaiteraient les parents. La réalité aujourd'hui, c'est que 56% des enfants de moins de 3 ans sont à la garde principale de leurs parents, et quand on leur demande leur souhait, ils ne sont que 36% à souhaiter ce mode de garde. Ce qui fait quand même un écart extrêmement important de 20%. Pour ce qui concerne les établissements d'accueil, aujourd'hui, 18% des enfants sont gardés principalement en établissement d'accueil, alors que c'est le souhait de 35% des parents. Là encore, écart extrêmement important. Aujourd'hui, le principal mode de garde, ce sont les assistantes maternelles devant les établissements d'accueil, et on voit effectivement émerger un secteur privé lucratif qui s'engouffre et qui bénéficie de financements, notamment de financements publics extrêmement importants. Et pour info, il y a aujourd'hui plusieurs caisses d'allocation familiale qui sont en train de mettre le holà à ce développement complètement anarchique. Là où nous souhaitons aussi alerter,
c'est qu'actuellement, la politique du gouvernement, et on l'a vu dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, vise à solvabiliser les familles et non pas à avoir une politique de l'offre en termes de mode de garde. Cette solvabilisation des familles, si elle n'est pas accompagnée avec une politique de l'offre publique de mode de garde, évidemment, elle va servir au privé lucratif qui va s'engouffrer et qui va prendre l'argent là où il est, et il sera chez les familles. Alors, Olivier Nobile, on a bien compris donc les principes qui ont guidé cette réflexion et ces propositions. Il faut qu'on rentre maintenant un peu dans le détail. Qu'est-ce que propose l'Union des familles laïques ? Qu'est-ce qu'elle met sur la table de ce débat? Des lieux spécifiques de prise en charge, des salaires pris en charge par les caisses d'allocation familiale, un soutien à la parentalité, l'égalité, la laïcité. Dans le détail, où allons-nous? Alors, tout cela à la fois. Voilà les objectifs que l'on poursuit. Mais alors, maintenant, il faut entrer un petit peu dans le détail, précisément. L'idée étant bien évidemment de nous appuyer sur l'existant, comme l'a dit Christian Gaudret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux pôles essentiels, je dirais, d'accueil du jeune enfant aujourd'hui, qui sont largement d'ailleurs financés par les politiques sociales de la petite enfance, et notamment qui sont bénéficiaires de financement par les caisses d'allocation familiale très largement, et également d'investissements non moins négligeables des collectivités territoriales. Ces deux pôles, c'est d'une part les EAJE, établissements d'accueil du jeune enfant, alors qu'ils sont composés de l'ensemble des crèches, haltes-garderies, etc. Dans le lot, on l'a évoqué juste à l'instant, il y a, on va dire, les crèches classiques, on va dire, les multi-accueils, les haltes-garderies, qui, en gros, relèvent d'une organisation généralement publique ou associative et d'un financement CAF par ce qu'on appelle le Fonds national d'action sociale des CAF, et qui participent littéralement pour nous, demain, au substrat du futur service public de la petite enfance. Et on a, à côté de ça, depuis quelques années, vu la multiplication de ce qu'on appelle des micro-crèches qui bénéficient d'ailleurs de financements complètement exorbitants et très très onéreux pour les collectivités publiques, et qui sont à but lucratif. Nous disons déjà d'emblée, premier point, nous ne voulons pas voir ces micro-crèches qui bénéficient d'un financement qui s'appelle le complément mode de garde. Nous ne voulons pas les voir arriver dans le service public de la petite enfance. Et là-dessus, le rapport du HCFEA, au Conseil pour la famille, l'enfance et l'âge, est d'accord sur ce point globalement. Donc nous souhaitons effectivement nous appuyer sur les structures collectives qui aujourd'hui s'inscrivent dans un mode de financement classique et une organisation à but non lucratif. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, ce sont les assistants maternels. Alors, il ne faut pas du tout négliger ce mode de garde, puisque c'est la majeure partie, c'est la majorité des capacités d'accueil aujourd'hui, avec toutes les difficultés que l'on connaît. Les assistants maternels, en gros, en règle générale, sont embauchés par des particuliers employeurs, par les parents. Et il y a des assistants maternels qui sont également dans des crèches familiales qui sont organisées par les collectivités territoriales, mais c'est très minoritaire. Et dans la plupart des cas, les assistants maternels accueillent les enfants à leur domicile. Et nous, on souhaite effectivement faire évoluer la pratique des assistants maternels. D'une part, on souhaite mettre fin à la relation contractuelle entre un parent employeur et les assistants maternels. On ne souhaite plus que les assistants maternels soient embauchés directement par les parents, mais soient vraiment intégrés dans des structures employeuses et organisées sous l'égide des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales, qui amèneraient d'une certaine manière à créer une construction statutaire et également une filière salariale et professionnelle de ces professionnels. Pourquoi? Parce que concrètement, aujourd'hui, ce sont des professionnels qui sont marqués par une très grande précarité de l'emploi, pas du tout de filière de qualification, pas de véritable convention collective digne de ce nom, etc. Ça, c'est un point essentiel. Deuxième point essentiel pour les assistants maternels, nous souhaitons que progressivement, l'accueil au domicile des assistants maternels laisse place à un mode d'accueil dans des structures collectives de type maison assistante maternelle ou relais petite enfance. Ce sont deux notions un peu différentes, mais en tout cas qui participent de la même logique, c'est-à-dire un accueil dans des lieux tiers
qui bénéficient d'un haut plateau technique d'accueil, d'un niveau d'encadrement suffisant et qui soit propice précisément à une socialisation de l'enfant et à une véritable prise en charge éducative dans des conditions qui nous semblent être propices à l'éveil de l'enfant. Donc ces deux pôles, les établissements d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire les crèches, celles de garderie en particulier multi-accueil, nous pensons que ça doit être vraiment, il doit y avoir un effort considérable en matière d'ouverture de places de crèche parce que c'est le mode de garde privilégié, en tout cas par les parents, enfin en tout cas plébiscité. Les assistants maternels, nous souhaitons bien sûr qu'elles participent activement au service public, mais pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'elles soient intégrées dans des structures collectives, qui soient employeuses et qui soient inscrites dans ce schéma de service public de la petite enfance. Voilà pour l'organisation. Et après, on va peut-être revenir sur les modalités. On comprend bien que vous développez une vision autour de l'accueil collectif, de l'éveil, de l'accompagnement avec une vision émancipatrice et que vous souhaitez également que tout ça se passe sur le modèle du service public hospitalier sans dimension lucrative. Vous avez bien conscience que ça va à l'encontre d'à peu près tous les principes qui sont développés dans la société d'aujourd'hui, qui est plus sur l'individualisation des modes de vie et sur une vision centrée autour des questions d'argent. Olivier Nobile. Oui, effectivement, aujourd'hui, franchement, la question numéro 1 qui va se poser, c'est clairement la question des microcrèches à but lucratif. Pourquoi ? Parce qu'elles s'abritent derrière des principes de liberté, je dirais, d'entreprendre ou autre. Nous, on a une approche assez pragmatique à l'UFAL. On n'a rien contre le fait que des microcrèches se créent. On veut simplement tarir les financements publics qui sont derrière leur fonctionnement. C'est-à-dire que elles n'ont pas vocation à intégrer non seulement le service public de la petite enfance et donc, en conséquence, à bénéficier de financements publics associés. Donc, nous considérons d'une part que ces microcrèches PAGE qui bénéficient en plus d'avantages, vraiment d'avantages fiscaux pour les familles bénéficiaires, mais également qui en fait vont à l'encontre de toutes de tous les enjeux, de tous les objectifs d'aménagement du territoire, de mixité sociale, et qui aujourd'hui font une concurrence féroce aux crèches classiques. Nous, on dit clairement, ces microcrèches n'ont pas vocation à entrer dans le service public et à bénéficier d'un seul euro de financement public. Pour les assistants maternels, je termine juste pour les assistants maternels, il y a un enjeu qui est important, c'est-à-dire que on parle des assistants maternels, mais il y a un autre enjeu que nous ne voulons pas voir entrer dans le service public, c'est la situation des nounous qui sont embauchés directement, pour faire simple, la garde à domicile, hors assistant maternel, qui aujourd'hui bénéficie également de certaines prestations sociales, le complément mode de garde. Pour nous, on considère que l'embauche de personnel de garde à domicile, qui ne soit pas des assistants maternels agréés, n'a pas vocation non plus à entrer dans le service public. C'est-à-dire que, indépendamment éventuellement des avantages fiscaux pour les particuliers employeurs, on considère que la branche famille de la sécurité sociale n'a pas à verser de subventions ou de prestations pour l'embauche de personnel de garde à domicile, en dehors effectivement de ces deux pôles qu'on a évoqué précédemment, assistant maternel ou EAJE. Alors, Christian Gaudret, les propositions qu'a formulées l'UFA, l'Union des familles laïques, sur le service public de la petite enfance, ces propositions sont construites autour de 3 principes: la continuité du service public, l'égalité de traitement des usagers et l'adaptabilité, ce qui signifie que le service public doit s'adapter aux évolutions de la société, aux besoins des usagers et des territoires dans lesquels ils vivent. Est-ce que ces propositions et les principes qui les sous-tendent sont bien reçus par vos interlocuteurs, ceux auprès de qui vous les expliquez, vous les transmettez, vous les déployez? Est-ce que vous êtes entendus? Alors, notre contribution a été assez largement diffusée, que ça soit auprès de nos partenaires, je pense à la branche famille dans les CAF, dans les UDAF, bien sûr, mais aussi auprès des personnels de la petite enfance et de leurs organisations représentatives, aussi auprès des associations de crèches parentales et dans le cadre de la concertation nationale sur le service public de la petite enfance, puisque
c'est un des thèmes qui est traité dans le cadre du Conseil national de la refondation. Oui, à ce jour, notre contribution est très bien reçue. Est très bien reçue parce que elle clarifie certaines choses. Et notamment, puisqu'on n'en a pas encore parlé, elle donne une compétence obligatoire commune aux EPCI et à l'intercommunalité, et elle donne une autorité de pilotage et de régulation à la CAF. Et c'est cette organisation qui va permettre le développement d'un véritable service public, puisque aujourd'hui, ce sont les compétences et le pilotage qui sont un petit peu éparpillés. Ce n'est pas une compétence obligatoire aujourd'hui pour l'intercommunalité, et c'est, à notre avis, un des éléments qui peut permettre la réussite d'un service public petite enfance. Et c'est vrai que c'est au cœur de notre contribution, et c'est ce qui fait qu'elle est reçue comme un élément sérieux du débat, dans la mesure où nous avons envisagé tous les aspects. Alors, est-ce que on a bien compris votre intervention dans ce débat et l'accueil qu'elle reçoit, mais quel est le calendrier, à votre avis, pour la réflexion et ensuite l'élaboration de la loi et son application? Quel est à peu près, quand est-ce que vous le voyez mis en place, le SPPE? Il faut attendre les conclusions du Conseil national de la refondation. Il faut attendre effectivement l'appropriation par les pouvoirs publics d'un certain nombre de propositions qui sont formulées. Donc, un certain nombre de rapports sont en cours, soit de diffusion, soit d'élaboration. Mais là, on arrive quand même à la fin, on va dire, du débat. Désormais, la question qui va se poser, c'est clairement l'éventuelle traduction législative de ces propositions, et plus encore son intégration dans la future convention d'objectifs et de gestion, qui sera en toute vraisemblance signée à l'automne entre la branche famille, donc la CNAF, et l'État. C'est aujourd'hui que les enjeux sont les plus forts, parce que concrètement les orientations qui vont être prises vont être extrêmement structurantes pour la suite des événements. Si l'idée c'est de ne pas modifier, on va dire, le mode de fonctionnement actuel et simplement ripolliner, je dirais, un mode de fonctionnement actuel en service public de la petite enfance, on aura manqué l'objectif. Si l'objectif étant vraiment d'inscrire, comme l'a dit Christian Gaudret, les CAF comme véritable autorité de régulation et de pilotage, avec nous une proposition que l'on fait, c'est-à-dire de leur donner un rôle d'agrément des EAJE, c'est-à-dire d'autorisation d'ouverture, qui aujourd'hui dépend du conseil départemental. Mais si on donne vraiment au CAF le rôle d'organiser, on va dire, sur le territoire départemental, la planification en matière d'ouverture de place, en matière, je dirais, de contrôle effectivement du respect des principes du service public de la petite enfance. Et si on crée les conditions pour que les communes et les intercommunalités soient en mesure demain véritablement de mettre en œuvre cette compétence obligatoire au plus près des bassins de vie, au plus près des besoins des populations, là effectivement ce sera une avancée colossale, et qui pour moi constitue vraiment les conditions d'un véritable service public. Si demain, effectivement, l'enjeu est de faire, comme le propose éventuellement le Haut Conseil pour la famille, l'enfance et de l'âge, de créer un statut d'indépendant ou de micro-entrepreneur pour les assistants maternels, je vous cache pas qu'on serait extrêmement déçus. Donc aujourd'hui, il est très difficile de savoir vers quelle, on va dire, orientation va pencher la balance. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais vraiment de se faire entendre. La dernière étape du Conseil national de la refondation aura lieu au mois d'avril, je crois à Nancy. Normalement, le ministre devrait dévoiler un certain nombre d'orientations à cette occasion. Voilà. Après la traduction législative et la traduction en acte et la traduction surtout en projet, voilà, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui est très incertain. D'autant que, il ne faut quand même pas se leurrer, il y a un enjeu financier derrière.
C'est-à-dire que ce que l'on propose, c'est effectivement certes une modification du champ d'intervention des différents interlocuteurs, un renforcement du rôle des caisses d'allocation familiale et un renforcement de sa mission fondamentale d'organisation territoriale de ce service public, mais derrière, il y a des questions financières. Nous proposons de refondre, de modifier complètement les modes de financement actuels, y compris en redéployant un certain nombre de prestations sociales qui aujourd'hui participent justement à l'embauche de personnel de garde ou au financement des structures lucratives. Ça, je sais que ça fait grincer énormément de dents. Ça, il faut quand même pas se mentir. Et puis, il y a un autre aspect, c'est les capacités financières des communes et des intercommunalités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les communes sont littéralement étranglées par la baisse des dotations financières en provenance de l'État et la réduction d'un certain nombre d'impôts qui financent aujourd'hui les budgets communaux. C'est-à-dire que concrètement, à moyen constant, on ne fera qu'un service public au rabais qui sera bien évidemment qu'une répartition de la pénurie. Et nous, on veut vraiment un effort vraiment substantiel à l'ouverture de places de crèche et qui permettent de solvabiliser sur le long terme cet effort de la nation qui nous semble plus que essentiel, plus que crucial. Merci Olivier Nobile. Alors, on arrive bientôt au terme de notre entretien, donc il faudra sûrement organiser une nouvelle émission autour de ce service public lorsque les choses se seront un peu décantées, voir de quel côté penche la balance, si elle penche du côté d'un service public ou d'une fédération d'auto-entrepreneurs. Je résume un peu rapidement peut-être. Mais je voudrais qu'on conclue sur une question de principe. Christian Gaudret, vous êtes le président de l'Union des familles laïques. La place de la laïcité dans ce projet n'est pas un gadget, ça n'est pas quelque chose d'anodin. C'est le service public de la petite enfance, c'est d'une certaine façon la préparation à l'école de la République. Oui, c'est l'antichambre de l'école de la République. Et comme tout service public, le service public, vous savez, est astreint à la neutralité. Et le service public de la petite enfance ne doit pas faire exception. Donc, c'est pour ça que nous plaçons la laïcité. Là encore, il ne peut pas y avoir émancipation s'il y a enfermement communautaire, et le service public doit permettre cette émancipation, doit permettre cette socialisation, doit permettre cette mixité sociale, et la neutralité en est une condition. Merci Christian Gaudret. Vous êtes le président de l'Union des familles laïques. Merci Olivier Nobile pour ces arguments très clairs. Et à tous nos auditeurs, si vous souhaitez approfondir le sujet, tous les documents sont à votre disposition. Toutes les propositions de l'UFAL peuvent être retrouvées sur son site internet ufal.org. Je vous remercie tous. À bientôt. Au revoir.